Bonjour à tous, avant que la vidéo ne commence, je tenais à dire bienvenue aux très nombreux nouveaux qui nous ont rejoints. J'ai eu un véritable pic de vues et d'abonnements suite à ma vidéo sur le cannibalisme. Ce qui me fait penser que vous êtes sans doute des gens un peu bizarres. Ce qui me fait penser qu'on devrait tous très bien s'entendre. Bon, là-dessus, c'est parti pour la vidéo. La plupart du temps, lorsque l'on parle des vestiges archéologiques ou que l'on montre les merveilles qui se trouvent dans les musées, on a tendance à oublier que beaucoup de ces objets étaient enterrés, et qu'il a bien fallu qu'on les trouve pour les étudier puis les exposer dans les musées. Cela permet de se poser une question que l'on oublie parfois. Comment sait-on où fouiller pour trouver des vestiges ? Bienvenue dans un nouvel épisode d'Archéologique où nous allons nous intéresser à la prospection et à la détection des vestiges. Dans un premier temps, au vu du sujet, il faut revenir sur la différence entre archéologie préventive et programmée. Pour résumer de manière très rapide, l'archéologie préventive intervient lorsque des vestiges potentiels sont sur le point d'être détruits. Lorsque par exemple on souhaite construire un lotissement, il faut parfois faire un diagnostic afin de vérifier si des vestiges risquent d'être détruits par l'opération. Pour cela, on fait des sondages, on creuse des tranchées afin de regarder ce qu'il peut y avoir sous le sol. Si l'on constate qu'il y a par exemple une villa romaine importante sur le site, alors on met en place une fouille de sauvetage. Pour une durée précise, les travaux sont en pause et les archéologues étudient le site, puis à la fin de l'opération, les travaux auront bien lieu. Vous l'aurez compris, dans le cas de l'archéologie préventive, on ne choisit pas vraiment où on fouille, on s'adapte aux lieux qui font l'objet de projets de construction ou d'aménagement. L'archéologie programmée, c'est différent. C'est une fouille qui est faite pour répondre à une problématique, pour faire avancer la recherche. Elle se déroule souvent sur plusieurs années, et les archéologues peuvent donc en quelque sorte choisir l'endroit où fouiller. Bien entendu, c'est un peu plus compliqué, il y a des contraintes, il faut avoir toutes les autorisations nécessaires, bref, là je simplifie. Mais quels sont donc les moyens de détecter un site en vue par exemple d'une opération d'archéologie programmée ? Le premier type d'aide que l'on peut avoir, ce sont les textes. Cela peut sembler étrange, puisqu'on a parfois l'impression que l'archéologue ne travaille qu'à partir des vestiges et l'historien qu'à partir des textes. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. En effet, plusieurs types de documents sont particulièrement utiles. Les cadastres par exemple, qui permettent de localiser d'anciennes propriétés. Mais aussi les listes fiscales, puisqu'avec l'apparition des impôts pendant la période médiévale, on note l'évolution des propriétés, ce qui est une mine d'indices énorme pour les chercheurs. On peut évoquer également les textes historiques qui donnent des informations sur la localisation d'anciennes villes. On peut par exemple citer le cas de Bibracte, situé sur le mont Beuvray. Ce site était la capitale du peuple celte des Édouins. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais si vous voulez des précisions, vous trouverez un lien en description. Bref, ce site a été découvert grâce à plusieurs éléments textuels notamment. Tout d'abord, le lieu est bien sûr évoqué dans le célèbre commentaire sur les guerres des Gaules de César. Les chercheurs du XVIe siècle vont ensuite se mettre à chercher le site mentionné par l'auteur, et c'est notamment des textes médiévaux qui vont permettre de penser que l'ancienne capitale se trouve au mont Beuvray, une hypothèse qui sera ensuite confirmée au XIXe siècle. Comme quoi, les textes peuvent être un bon indice. Mais les textes, ce ne sont pas les seuls indices possibles, il y a également les cartes. En effet, si les cartes actuelles ne sont pas nécessairement d'une utilité particulière, nous avons la chance de conserver des cartes anciennes. Prenons par exemple la table de Pottinger. C'est un grand parchemin de plus de 6 mètres de long qui se trouve être une copie médiévale d'une carte antique qui indique l'emplacement des grandes villes et voies de l'Empire romain. Les lieux importants comme les sanctuaires par exemple sont indiqués. C'est donc là encore une mine d'informations énorme pour permettre de retrouver des sites anciens. Il y a bien d'autres exemples que j'aurais pu me donner, mais je pense que vous avez saisi l'idée. Vous vous dites peut-être que c'est étrange finalement que l'on trouve des sites uniquement en fouillant dans les archives, mais rassurez-vous, nous allons maintenant nous attaquer aux méthodes un petit peu moins théoriques. Nous allons maintenant parler de la prospection. Depuis, pour ainsi dire, toujours, des objets d'époque ancienne remontent à la surface, que cela soit l'arrachage d'une souche ou au labour de champs. Silex taillés et fragments de poterie refont donc parfois leur apparition. Si ces objets ont parfois été ignorés ou au contraire ont été l'objet de toutes les curiosités, ce sont des indicateurs de potentiel archéologique d'un lieu. Il s'est alors développé la prospection au sol, ou pédestre, déjà pratiquée par les chercheurs d'objets du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, elle possède une méthodologie efficace. Prenons un exemple pour en comprendre le fonctionnement. Imaginons que grâce aux méthodes citées précédemment, nous avons identifié un endroit qui a peut-être été occupé un jour par une villa romaine. Aujourd'hui, il s'avère que le site est un champ de blé. Les archéologues vont donc attendre que le terrain soit labouré et libre pour commencer leurs recherches. Précisons qu'il faut bien entendu avoir une autorisation.
Pour prospecter, les personnes qui peuvent être des professionnels ou des étudiants se placent en ligne. Ils vont donc avancer en regardant le sol. S'ils trouvent quelque chose d'intéressant, ils le prélèvent, le mettent dans un sac et laissent le sac à l'endroit de la découverte. Lorsque tout le terrain a été parcouru, on note sur un plan l'emplacement de chaque objet. On obtient donc une carte, et si on constate une forte concentration de mobilier à un endroit, on peut penser qu'il y a quelque chose en dessous, et que ça vaudra peut-être le coup de fouiller un jour. Bien entendu, la méthode peut légèrement varier selon ce qu'on cherche et l'endroit où l'on cherche, mais là vous avez un exemple classique. Prenons maintenant un peu de hauteur, car parfois le meilleur moyen d'observer le sol, c'est de le faire dans le ciel. La prospection aérienne a pour objectif d'identifier les modifications du terrain qui ne peuvent pas ou très peu être vues depuis le sol. Cette méthode a commencé à se développer dans les années 1950, avec les photographies faites depuis les avions. Aujourd'hui, on utilise également les images satellites. Si parfois les formes sont très facilement visibles, comme les tumuli par exemple, elles sont parfois très discrètes. Dans ce cas, la météo peut être une alliée précieuse. En effet, les reliefs très discrets du sol sont parfois visibles après une inondation, ou avec une épaisse couche de neige. La lumière rasante du soleil couchant, grâce aux ombres, peut également montrer un relief léger, cachant des vestiges. Pour finir, on peut également s'aider de la végétation. En effet, cette dernière, vue de haut, peut être un excellent indicateur. Par exemple, un champ de blé permet de localiser les fossés ou les murs, puisque la présence de ces vestiges sous le sol modifie la pousse des plantes. En effet, les pousses se trouvant sur un ancien fossé sont souvent plus hautes. Au contraire, celles au-dessus des murs sont souvent plus petites. Donc, si l'on observe une anomalie comme celle-là qui forme par exemple un très grand carré, on peut imaginer qu'il y a quelque chose en dessous, comme par exemple un fossé qui devait délimiter une ancienne propriété. Un dernier élément que l'on pourrait citer concernant les végétaux, ce sont les couleurs. Car oui, certains vestiges affectent cet aspect également. Vous en avez là un exemple assez visible à l'écran qui devrait vous permettre de comprendre comment avec un avion et la couleur des végétaux, on peut parfois trouver des sites archéologiques. Quittons à présent les méthodes de prospection dites par observation pour passer à celles dites par introspection. Il y en a de très nombreux types, usant de plusieurs technologies différentes, mais ici je n'en citerai qu'une parce que le but de la vidéo c'est qu'elle reste tout de même assez courte. Je vais donc évoquer la méthode qui utilise la mesure de la résistivité du sol. Faisons un petit rappel. Lorsqu'un courant électrique se déplace, il a une vitesse qui dépend si le milieu est plus ou moins conducteur. C'est donc une méthode qui peut être tout à fait utilisée par l'archéologie. Par exemple, dans le sol, un mur qui est sec opposera beaucoup plus de résistance à l'électricité qu'un ancien fossé qui est très humide. La méthode est utilisée depuis les années 1940 et est très simple. On place des électrodes qui vont émettre le courant, puis on place ceux qui vont le recevoir. On relie le dispositif à un ordinateur qui va mesurer toutes les différences de résistivité qu'a rencontré le courant électrique pendant son trajet de l'un à l'autre. Si l'on observe sur une longue ligne que l'électricité a eu du mal à traverser, on peut par exemple en déduire qu'il s'agit d'un ancien mur. Cependant, la méthode a des limites, elle ne permet pas de tout détecter et la nature du sol peut faire varier les mesures. Je pourrais encore citer bien d'autres méthodes, que ce soit celle par radar ou encore la prospection magnétique, mais je pense en avoir déjà donné pas mal. Comme ce format de vidéo a vocation à rester plutôt courte, on va s'arrêter là. Vous l'aurez compris, l'archéologie ce n'est pas creuser au petit bonheur la chance. Bien sûr, il y a les découvertes fortuites, mais pour savoir où et quels moyens utiliser pour fouiller, le hasard n'est pas une bonne méthode. Que ce soit à travers les sources écrites, des observations sur le terrain ou des méthodes faisant appel à diverses technologies, l'archéologue a de nombreux moyens à sa disposition pour localiser des sites de fouilles potentiels. Bref, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu, en tout cas, encore une fois, bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent, ça fait très plaisir de voir que la communauté grandit. Comme toujours, vous trouverez toutes les sources qui ont permis de faire la vidéo en description, je vous invite à y jeter un œil. Vous pouvez bien sûr vous abonner, laisser un pouce bleu et un commentaire si vous avez quelque chose à dire, et partager la vidéo si le cœur vous en dit. En tout cas, on se retrouve la prochaine fois, et en attendant, comme d'habitude, je vous invite à creuser la question. Enlevons toute cette terre, il y a tant à trouver, tant de mystères qui se seraient doutés que juste sous nos pieds se cachent tant de traces de notre passé. Lisons la stratigraphie.